Dear. Valide. People. Bonjour à tous, à toutes, chers auditeurs, c'est Damien qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons faire un petit hors-série en complément de la conférence de novembre qui était sur les aidants en compagnie de Mickaël, de Isabelle. Et aujourd'hui, pour ce hors-série, je suis accompagné de Milo. Bonjour Milo. Salut. Comment ça va ? Ça va nickel, écoute, aujourd'hui, c'est parfait. Ouais. Belle journée. Ouais. Belle journée à Montpellier. On enregistre à la Chille sur un canapé. Ouais, le soleil dehors, c'est parfait. Ouais. Donc toi, tu as participé, enfin tu étais là dans le public, à la conférence sur les aidants. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu étais là et quel lien tu as avec ce sujet, avec cette thématique ? Ouais, du coup, moi j'y suis allé parce que des potes à moi y allaient. Et du coup, elles m'ont parlé du sujet, qui était aidant, aidé. Et moi, ça m'a intrigué. Et moi, on va dire mon expérience, c'est que j'ai été auxiliaire de vie durant 8 mois chez une personne qui était atteinte de tétraplégie. Donc voilà, ça m'a parlé. Ok. Avant d'aller un peu plus loin sur toi, ta relation avec le métier d'auxiliaire de vie et comment se passer, c'est moi avec cette personne. Avant tout, est-ce que tu pourrais donner ton ressenti sur la conférence ? Ouais, carrément. Écoute, moi, je trouve il y a plein de sujets qui ont été abordés et je pense que c'est intéressant en fait, même qu'on ait travaillé en tant qu'auxiliaire de vie ou pas, je pense que c'est intéressant de venir écouter ça, notamment en fait pour avoir une idée de ce que c'est aussi ce métier-là. Et moi après ce que j'en ai pensé, j'ai pu prendre en fait du recul aussi sur ce que j'avais vécu moi personnellement quand j'ai été auxiliaire de vie. Ça m'a un peu replongé dans cette époque quand j'étais dans ce travail-là. Et voilà. Ok. On va sûrement faire des rappels sur différents sujets qu'on a eu pendant la conférence et qui vont être les mêmes qu'on va avoir ici. Mais déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé dans ce domaine, le domaine du handicap, le domaine de l'auxiliaire de vie, précisément comment ça s'est déroulé pour toi ? Mais du coup, moi, en fait, je suis arrivé à Montpellier il y a 6 ans et c'était pour faire une licence STAPS. Donc, à la base, je voulais être professeur de sport. Mais au final, j'ai fait des séjours adaptés donc en Lozère durant des saisons d'été. Avec différents publics, donc des publics de maisons d'accueil spécialisées, foyers d'hébergement, il y avait de l'autisme aussi. Et en fait, je connaissais pas du tout. Et ça m'a pris carrément. Et j'ai trouvé que ce qui était intéressant, c'était de ce lien qu'on pouvait créer du coup avec ces personnes-là, donc qu'on aidait au quotidien, avec lesquelles on faisait des activités sportive notamment. Et voilà, après je me suis spécialisé du coup en activité physique adaptée. Et après ma licence, chercher du travail, j'en trouvais pas. J'ai continué les saisons. Et un jour sur Pôle emploi, je suis tombé sur une offre. Voilà, c'était une personne qui recherchait un auxiliaire de vie dans l'accompagnement au quotidien. Et moi je me suis dit que ça pouvait être une expérience à tenter, même si c'était pas forcément dans l'activité physique adaptée en fait. Mais ça pouvait, j'étais curieux, je voulais découvrir
ce que ça allait être. Ouais, ça te permettrait peut-être d'avoir de nouvelles compétences et des compétences qui seraient utiles dans le monde de l'activité physique adaptée, d'avoir un nouveau prisme de regard aussi sur le sujet. Et donc cette offre d'emploi d'auxiliaire de vie, qu'est-ce qu'elle demandait? Est-ce qu'il y avait des tâches? Tu commençais déjà peut-être à voir un petit peu ce qu'il y avait à faire et à faire la comparaison, notamment avec tes expériences de séjour adapté? Ben carrément, notamment en fait je savais il y avait des transferts à faire. Donc des transferts de la personne du lit par exemple au fauteuil, du fauteuil au lit, à la douche, c'est pareil. Aussi du coup aider et être accompagnateur sur les douches. Voilà, sur plein de moments de la vie en fait. Il y avait aussi en fait quand j'y allais chaque matin, donc on commençait par des exercices donc d'activité physique adaptée. C'était un peu des étirements. Voilà, de travailler la souplesse et aussi de la remise en forme doucement, on va dire. Donc voilà, ça me semblait assez similaire en fait au séjour adapté. C'est juste que là, c'était une prise en charge du coup individuelle. Voilà. Oui, c'était la grosse différence. Ce que tu me disais, c'est qu'il pouvait avoir des parallèles à faire entre le métier d'auxiliaire de vie et les séjours adaptés, mais qu'en même temps, il y avait une différence, et notamment cette différence de cette fois-ci t'occuper d'un seul individu. Là où en séjour adapté, tu peux avoir 4-5 personnes à devoir aider à aller à la douche, par exemple, à la suite. Ouais, c'est ça, carrément. En fait, en séjour adapté, on était donc on était en équipe, mais chacun avait son chalet, on va dire, était référent d'un chalet, et il y avait 4 personnes qui habitaient là-dedans durant 1 semaine, 2 semaines, ça pouvait varier. Et c'est vrai que du coup, on pouvait pas forcément prendre le temps nécessaire sur une journée pour pouvoir dialoguer, être individuellement avec les personnes en fait. Voilà, c'est que il y avait un gros rythme quoi. Et là du coup quand j'ai fait auxiliaire de vie donc pour la personne en individuel, ça a totalement changé quoi. C'était une autre approche, pas le même speed on va dire aussi. Et voilà. Et aussi on va préciser donc que cette personne était elle-même patron et qu'elle cherchait un auxiliaire de vie en mandataire. Donc c'est ce qu'on avait un peu discuté déjà lors de la conférence, cette différence entre mandataire, prestataire et les aidants familiaux, où il y a des différences de tarifs horaires. Il y a aussi des différences de fonctionnement, puisque là, en fait, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est toi et la personne concernée qui discute, mais qui est elle-même ton patron. On y reviendra plus tard. Ça peut entraîner des conflits. Mais je pense que aussi, avant tout, la différence, c'est que t'as fait un entretien d'embauche, je suppose, et qui était avec la personne elle-même. Oui, en fait, on s'est avec cette personne-là, on s'est rencontrés et je suis directement en fait rentré dans le milieu familial parce que c'était chez lui et qu'il avait une famille, Et donc voilà, on a passé un entretien, ça s'est très bien passé et après j'ai commencé assez rapidement. Mais c'est vrai que du coup, je me suis inséré petit à petit en fait dans la famille. Ça veut dire qu'il y avait cette personne-là, mais aussi ses filles, sa compagne, d'autres gens qui venaient travailler, par exemple le jardinier. Enfin voilà, c'était toute une sphère en fait. Oui. Plus tu m'as expliqué que tu n'étais pas le seul auxiliaire de vie, où tu travaillais en équipe avec quelqu'un, où toi tu faisais certains jours, elle est complétée les jours où tu n'étais pas là. Comment ça s'est passé cette relation avec l'autre auxiliaire de vie?
Mais du coup, avec l'autre auxiliaire de vie, ça s'est très bien passé. C'était une personne qui était déjà là depuis un certain temps. Et en fait, on a travaillé ensemble entre guillemets parce qu'on n'était pas présents sur les mêmes jours du coup. Le planning, il était différent. Voilà, on n'était pas le même jour tous les deux, on n'était pas là pour la personne. Mais par contre, ce qui était bien, c'est que quand un de nous deux avait, je sais pas, une galère de voiture, quelque chose qui allait pas, eh ben on pouvait se relayer aussi. Ça, c'était bien d'avoir cette possibilité, parce que des fois, notamment moi, j'avais par exemple 45 minutes le matin pour venir et pour repartir après le soir, donc des fois, c'était pas possible, ou j'avais un problème de caisse, et donc je pouvais compter aussi sur l'autre personne, et inversement. Donc ça, c'était bien. Donc tu as commencé le travail avec cette personne. Quelles ont été tes premières tâches et comment ça a évolué au fil du temps? Du coup, les premières tâches, on va dire que c'était au départ, en fait, c'était concentré sur la personne, donc sur voilà, et donc c'était les douches, les soins, l'habillage, les transferts. Voilà, c'était un peu tout ça. Il y avait aussi un peu d'activité physique adaptée régulièrement. Et après, au fil du temps, j'ai, comme tu l'as dit tout à l'heure, du coup, c'était aussi, il était patron d'une boîte. Donc moi, en fait, il a commencé à me faire des tâches, on va dire, pour sa boîte aussi, doucement, voilà. Mais du coup, je me suis inséré aussi dans ce domaine-là. Après aussi, il y avait ces filles qui étaient à l'école. Je les amenais le matin, par exemple, et je venais les chercher et je les ramenais le soir. Voilà. Parfois aussi, je faisais à manger, la vaisselle. Enfin voilà, toutes les tâches quotidiennes un peu dans une vie familiale. Et en plus du coup de m'occuper de cette personne-là. Et est-ce que c'était des choses qui étaient déjà notées sur ton contrat de travail ou sur l'annonce, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'arrivait petit à petit au fur et à mesure que la confiance se construise avec la personne? Du coup, ça arrivait petit à petit parce qu'en fait, sur le contrat de travail, de toute manière, ça reste quand même très flou. C'est très flou et du coup, on sait jamais trop à quoi s'attendre au final. Puis ça dépend vraiment de la personne avec qui on va tomber. Comme tu l'as dit, quelle relation de confiance s'instaure au fil du temps. Et du coup, là, vu que ça se passait bien, on avait des bons échanges, etc. Moi, après, je suis allé sur d'autres tâches. Parce qu'il y avait du temps et que c'était possible. De toi-même, tu as pris l'initiative sur tes tâches? Alors pas de moi-même. En tout cas, au départ, c'est du coup la personne qui m'a proposé de faire ça. Et moi, j'ai dit oui. Je me suis dit allez, on y va quoi. On teste. D'accord. Ça, on y reviendra aussi, mais tu me disais qu'il y avait des tâches où tu ne te sentais pas de dire non. Ouais, carrément. Après, c'est vrai que je t'ai dit des tâches, mais est-ce que c'était plus, je pense, dans le relationnel? Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure aussi, notamment de la distance, cette notion de distance. Oui, la notion de posture, évidemment, qui a été aussi un gros sujet durant la conférence. Mais là, c'était vraiment la position que tu avais en tant qu'auxiliaire de vie. Tu m'as dit pendant la préparation qu'il y avait des tâches que tu n'osais dire non parce que ça restait du travail en fait et que pour toi tu ne te voyais pas la possibilité de dire non. Est-ce que tu peux un peu plus en parler? Ouais, en fait, c'est vrai que après c'est peut-être aussi au niveau de la personnalité, je sais pas, mais c'est vrai que moi j'avais du mal à dire non, et en fait même sur des tâches simples,
ou même quand j'ai commencé à m'investir, par exemple, un peu pour sa boîte, j'étais pas forcément à l'aise au début dans ce qu'il fallait faire. Et du coup, je savais pas trop comment me positionner. Donc le fait de pas savoir, j'ai préféré dire oui. Et allez, on y va, on va apprendre et on va voir comment ça se passe par la suite. Mais c'est vrai qu'en fait, c'était ça qui était compliqué, c'était le positionnement. Voilà, comment se positionner. Est-ce que vous pouvez te donner peut-être de l'appréhension si c'était l'inconnu et les enjeux? Peut-être que tu avais peur des enjeux qui pouvaient avoir, d'avoir un impact sur son entreprise, par exemple. Ouais, carrément, en vrai. Carrément, je me mettais pas mal la pression, notamment sur ces tâches-là. Et du coup, c'est vrai que ça m'a créé un peu une sorte de stress, quoi. Et après, on est arrivé à en parler quand même avec cette personne-là. Mais c'est vrai que des fois j'ai gardé le silence, quoi. Et j'aurais peut-être pas dû. Après voilà, c'est comment travailler aussi cette communication. Oui, c'est aussi un gros sujet, je pense, à aussi débunker. Je pense que c'est un métier qui demande de travailler ses communications, de remettre en avant des évidences, ce qui semble être évident, mais en fait qui ne l'est pas, autant d'un côté comme de l'autre, autant la personne aidante que de la personne aidée, parce que même pour la personne aidée, il y a des inconnus aussi, des facteurs qu'on ne prend pas en compte forcément. Et donc une fois avoir gagné cette relation de confiance, donc il y a eu un impact sur les tâches où j'ai fait de plus en plus de choses dans l'entreprise qu'au domicile, et tu prenais une véritable part dans la famille. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter comment toi tu l'as perçu peut-être au début et comment ça a changé au fil du temps aussi? Ouais, carrément. En fait, cette notion de place, du coup, elle est intéressante parce que, comme tu disais, en fait, on peut pas savoir ce que l'autre pense. Et du coup, faut dialoguer et communiquer. Et je pense qu'au début, en fait, il y avait pas forcément cette communication entre nous. C'est venu après. Et donc, j'avais du mal à m'insérer un peu donc dans ce milieu familial parce que c'était nouveau déjà et que voilà, il y avait différentes choses à apprendre en fait. Donc, tout est allé un peu vite. Et voilà, après j'avais quand même des bons liens avec que ce soit avec ces deux filles que j'emmenais à l'école ou sur des activités où ça accompagne également. Et puis on se mettait d'accord avec sa compagne sur quelques tâches, donc pardon, il y avait du dialogue quand même et de la communication. Mais c'est vrai que c'est quand même assez comment dire, là j'ai pas forcément les mots, mais ça fait un peu, je sais pas si c'est de la peur, mais de s'immiscer dans cette vie-là, en fait, c'est voilà. Moi j'ai déjà, enfin, il y a la vie de famille, etc. Oui, parce que aussi la différence avec le séjour adapté, ça va être la temporalité, où le séjour, il y a une durée définie de 7 jours, 15 jours, sauf que là, tu es là tous les jours et tu ne sais pas pour combien de temps, et que tu t'immisces dans la vie intime, que tu fais déjà quand même sur les tâches comme l'habillage, être en salle de bain avec la personne. Enfin, il y a aussi quelque chose quand même de très particulier à ce niveau-là, où en fait ça revient un peu à ce que tu m'avais dit lors de la préparation, mais ça reste un travail, et en même temps c'est des actes très intimes. Donc c'est
deux choses qui semblent inverses et qu'en même temps elles sont là en même temps, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que par rapport à ça, après, par rapport par exemple, tu vois, aux douches ou à cet accompagnement-là, j'avais pas forcément, c'était pas ça qui me faisait le plus peur ou que j'appréhendais le plus, parce que du coup, quand j'avais fait les séjours adaptés, j'avais déjà vu tout ça. Donc ça allait, mais c'était plus, vraiment, je reviens un peu sur cette notion de place. Mais par exemple, pour donner un exemple un peu plus précis, par exemple, ces filles, elles voulaient faire des câlins, par exemple. Enfin voilà. Et toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Enfin, tu es dans un travail et du coup, est-ce que tu fais le câlin ou pas? Et du coup, après, il faut en parler avec la personne. Enfin, c'est sur plein de petits points comme ça en fait où on sait pas. Et ce qui semble être des détails, mais en fait, qui ne le sont pas. Oui, et parce que oui, voilà, c'est ça. Et parce que c'est par exemple pour ces filles-là, ça se trouve j'étais un peu comme le grand frère ou j'en sais rien et j'arrivais dans la maison, j'aide le papa, j'aide la maman, j'aide sur les tâches quotidiennes, etc. Je fais à manger, on mange ensemble aussi. Donc voilà, après c'est compliqué en fait de se positionner. Et c'est vrai que ces petites filles, elles ont pas forcément l'âge de comprendre qu'il y a peut-être une différence à faire. On voit que cette question, la posture, elle est prépondérante. On en a parlé aussi durant la conférence et notamment la position de Isabelle en tant que maman aidante de sa fille. Mais comment réussir à distinguer à quel moment elle est la maman, à quel moment elle est l'aidante. Finalement, c'est un peu pareil. Toi, t'es censé être l'auxiliaire de vie. En fait, tu prends une autre position aussi d'un membre de la famille, un membre élargi, qui n'est pas un cousin ou quoi, mais qui en même temps s'en rapproche aussi beaucoup. Et ça pose beaucoup de questions et en même temps, ça a aussi des avantages. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ces avantages que ça peut avoir d'être proche avec la personne aidée? C'est que au départ, je sais pas si c'est un avantage, mais après, avec le fil du temps, si ça se fait assez naturellement, le lien, je pense que tu peux commencer du coup à échanger sur ce qui est vraiment important, puis tu t'ouvres de plus en plus aussi, et donc tu commences à dire les choses, quoi. Enfin, moi je l'ai senti comme ça, et tu te bloques moins aussi, vu qu'il y a des dialogues, tu te bloques moins par rapport à des situations qui te semblaient assez effrayantes ou que t'arrivais pas à gérer en réfléchissant tout seul. Voilà. Mais c'est un peu, en fait, j'ai l'impression, c'est un peu faut peut-être se mettre dans la peau d'un personnage, peut-être. En fait, quand tu fais ce genre de métier, je repensais du coup à la maman qui en parlait là dans votre conférence. Et c'est ça, en fait, quand prendre telle ou telle position. Et donc ça facilite la communication, en tout cas de ton côté. Est-ce que de son côté aussi, tu sentais qu'il y avait des choses qui s'est permis de dire plus tard, qui n'aurait pas l'occasion de dire au début? Ouais, carrément dans le sens où en fait, vu que cette relation-là s'est installée, après aussi, j'ai été un peu on va dire le confident, quoi, de la personne. Donc là, on rentrait dans des discussions plus profondes et plus personnelles. Et donc après moi, j'essayais d'être, en tout cas d'être à l'écoute. Et donc ouais, ça a pris un autre tournant, on va dire. Mais ça a débloqué des choses, je pense aussi du côté de la personne, parce qu'elle me faisait plus confiance.
Donc finalement, cette position de confidence, que ça mettait pas du poids aussi, ou au final, c'était pas qu'un travail que tu faisais. Est-ce que ça devenait pas plus? J'étais devenu un thérapeute. Non, en vrai, non, mais c'est vrai qu'il y avait ça aussi, en fait, vu que moi j'étais à l'écoute et j'essayais de l'aider à résoudre, en tout cas, ou l'accompagner sur certains problèmes, peut-être familiaux et du coup personnels. Et en fait, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Je pense que c'était pas les tâches physiques qui étaient le plus compliqué au final, mais c'était tout ce qui était accompagnement en fait psychologique avec la personne. Et j'avais pas ça j'en avais aucune idée avant de faire le travail au final. Et c'est juste que vu qu'il y a eu une relation de confiance et qui s'est installée, voilà. Moi, ça me donne l'impression que tu faisais plusieurs métiers en un seul, parce que tu me parlais d'abord de la vie pro, de ton initiation dans la vie pro. Maintenant, là, tu parles aussi que tu étais un confident, un thérapeute. Est-ce qu'au final, fallait pas mettre mettre des différences, des barrières, ou est-ce qu'au contraire, ça semble important qu'il y ait du lien entre tout ça, notamment pour moi, j'ai connaissance du métier d'auxiliaire de vie professionnel. Est-ce que pour toi, par exemple, c'était important qu'il y ait les deux, auxiliaire de vie professionnel pour la partie pro et auxiliaire de vie personnelle pour la partie à domicile? Ou est-ce que tu penses que c'est pas possible? Je pense que c'est possible qu'il y ait les deux, et je pense qu'il faut qu'il y ait les deux. C'est à quel niveau toi tu décides de t'investir en fait. Et parce que tu peux pas non plus tout gérer, tu peux pas régler tous les problèmes. Je pense que il faut à certains moments dire bon là on a parlé de ça, mais moi ça me prend pas mal d'énergie. Enfin j'ai ma vie peut-être. Enfin je sais pas comment le dire, hein, parce que j'ai pas su le faire moi en fait. À ce moment-là, je sais qu'à un moment donné ça m'a percuté et je me suis laissé entraîner dans la vague quoi. Mais je pense qu'il faut savoir mettre certaines distances pour pas se laisser non plus trop ronger quoi. Voilà. Mais donc ouais, faut avoir les deux casquettes, mais trouver l'équilibre. Et c'est ça qui est assez complexe. Est-ce que tu penses que ça peut faire partie aussi de sujets de communication, où des fois t'as l'impression d'être trop présent dans la vie de l'autre et que t'as besoin d'une pause, ou t'as besoin de faire des choses, des tâches plus pragmatiques qui demandent pas de côté humain, comme par exemple éviter d'amener les filles à l'école par exemple, ou pas? C'est vrai qu'en fait passer du coup d'une tâche à l'autre, ça peut permettre entre guillemets de faire une pause, ou en tout cas de changer de mindset un peu. Et du coup ça c'est plutôt bien. C'est juste que quand on a des fois beaucoup, et t'arrives pas trop à faire la transition. Mais oui, après il y avait quand même moi j'ai réussi à en parler surtout vers la fin et à dire là est-ce que je peux prendre une pause, aller fumer ma clope, voilà un moment plus détente quoi. Et je pense que c'était pas non plus c'était pas l'enfer du tout en fait, hein. C'est juste que voilà, il fallait un peu plus dialoguer et voilà, et après ça se faisait naturellement. Tu m'avais dit aussi que finalement cette position d'auxiliaire de vie à toi pour compléter l'équipe, c'était aussi une manière de soulager la compagne de la personnalité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de la relation que tu as eue avec elle? Parce que je pense que
elle faisait plus ou moins ton travail avant. Et donc, est-ce que elle a pu t'apporter aussi des conseils en plus de la personne? Au niveau des conseils, carrément. Parce que du coup, elle m'a expliqué comment elle faisait. Et ça, c'était bien que du coup, cette personne ait fait appel à moi pour se délester aussi un peu de ça. Et délester, je veux dire, pardon, sa compagne de ce poids-là, parce que ça peut être compliqué aussi, je pense, dans une relation de couple. C'est là que tu le vois, en fait, entre ce côté aidant, aider, et quel rôle, en fait... Enfin, en fait, ouais, sa compagne avait mon rôle avant, en plus d'être du coup sa femme, quoi. Donc je pense que ça doit être compliqué, hein. On en a pas trop parlé, mais je pense que ça doit être compliqué de jouer sur ces deux tableaux. Et en plus il y avait une vie de famille à côté, enfin voilà, elle travaillait aussi, donc ça demande beaucoup de temps. Moi, elle a pu m'aider au départ, et après c'est plus la personne que j'accompagnais qui m'a aiguillé, quoi. Mais ouais. Ok. Et donc, au bout de 8 mois, tu as arrêté. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Parce que en fait, il y avait les trajets en voiture déjà. C'était, il fallait se lever tôt, et j'avais 45 minutes de voiture, 1 heure aller et 1 heure retour. Et ça, j'étais pas trop, ma caisse ne tenait pas non plus forcément en place, quoi. Une vieille voiture. Et du coup, il y a eu ça. Il y a eu le fait que j'ai été curieux avant de trouver ce taf, et après, du coup, il s'est passé tout ça en 8 mois. J'ai découvert beaucoup de choses. J'ai acquis d'autres compétences. Mais à la fin, ça me plaisait plus forcément. En tout cas, où je m'y retrouvais plus, quoi, et j'ai voulu partir vers autre chose. Et peut-être être plus dans l'activité physique adaptée au final. Voilà. Et est-ce que, justement, cette question de posture et de pas savoir quelle position tu avais dans la famille, ou au contraire peut-être des positions très changeantes d'une personne à une autre, de la personne aidée à ses enfants, à sa compagne, à l'autre auxiliaire de vie où tu étais ce collègue, est-ce que c'était pas aussi un élément qui t'a dit qu'il fallait peut-être arrêter parce que ça prenait trop d'énergie? En fait, ça prenait beaucoup de place dans ma vie personnelle, je pense. Peut-être je m'étais trop investi dans les relations, et au final, moi, j'avais ma vie à côté, quoi. Enfin, c'était pas... j'avais l'impression que j'avais... c'est bizarre, mais un peu deux maisons, quoi. Deux maisons dans lesquelles il fallait naviguer. Et du coup, ouais, ça a pris un espace important dans mon cerveau, et moi j'ai voulu un peu, je pense, peut-être consciemment ou inconsciemment, faire une sorte un peu de rupture, quoi, avec ce travail et avec ces liens, parce que ça m'a quand même à un moment donné, en fait, ça m'a, on va dire, un peu envahi. Et voilà, au niveau de cette posture-là, j'arrivais plus trop à trouver sens. Est-ce que c'est aussi pour ça que c'est aussi important qu'il y ait des relais d'auxiliaire de vie pour éviter cet investissement? Parce que quand tu travailles 2, 3, 4 jours d'affilée, t'es obligé de te projeter, d'être au sein de la famille. Est-ce que ça demande pas qu'il y ait plus de gens et plus de relais? Mais au final, est-ce que c'est pas au détriment aussi d'une relation avec la personne qui a confiance en toi? On en parlait durant la conférence, justement, du turnover qu'il peut avoir entre auxiliaires de vie, que ça change tout le temps, que pour la personne aidée, c'est fatigant. Donc au final, là aussi, il y a un équilibre à trouver. Ouais, en fait, je pense que
pour la personne dont je m'occupais, c'était pas possible de prendre encore plus de personnes, quoi, parce que je pense que de son côté, elle s'investissait énormément et ça demande aussi beaucoup d'énergie en fait pour elle. À chaque fois, faut changer. Enfin, si toutes les semaines ou tous les mois ça tourne, quoi. Investir une relation de confiance, ça demande du temps, du travail. Et puis des fois on est déçu, des fois ça marche pas, donc non, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, quoi. Oui, c'est complexe. C'est une des choses dont tu retiens d'ailleurs. Par contre, ce que tu as pu aussi dire, c'est que c'est quelque chose que tu ne referais pas. Non, je pense pas. Mais parce qu'aujourd'hui j'ai d'autres aspirations, mais parce que aussi j'ai pas forcément envie de me réinsérer, voilà, dans une vie familiale comme ça, et où il se passe plein de choses. Après, j'en retiens quand même énormément de positifs, hein. Bien sûr. Mais voilà, ça. Aujourd'hui, non, en tout cas, je pense pas. Je pense et aussi, il faudrait peut-être, j'aurais peut-être dû me former. Après, on se forme sur le tas, je crois bien. Mais peut-être une formation là-dedans, ça m'aurait appris aussi, moi, à gérer certaines choses. C'est quelque chose dont on disait aussi, c'est que il y a très peu de formations, que souvent c'est des jeunes étudiants, et donc il y a du turnover aussi, parce qu'une fois que les étudiants ont terminé leurs études, ils s'en vont, donc il faut recommencer. Toi, tu as eu, on va dire, un minimum de formation d'un point de vue technique avec les séjours adaptés. Pour toi, quelle partie n'est pas encore vue dans les formations qui existent? Je pense sans hésiter, en vrai, l'aspect psychologique. Prendre en compte, mais que ce soit des deux côtés, hein. De la personne aidée et de l'aidant. C'est ça, en fait. Puis vraiment travailler sur la communication, quoi. Sur la communication essentielle au bon déroulement d'une journée et faire en sorte que tout se passe bien. Donc faut pas hésiter, je pense, à se poser avec la personne, s'arrêter des fois, parler et voilà. Mais ouais, c'est ça qui a peut-être un peu manqué. Enfin, je sais pas, après toi, comment t'as vécu ça avec par exemple avec les aidants, les auxiliaires? Moi, mes relations avec les aidants sont différentes parce que moi, je fais appel à une agence de prestations. Donc déjà, je trouve que ça met une forme de distance parce que ce n'est pas moi qui le paye, pour le coup. Que là, en plus d'avoir différentes positions, la personne était aussi ton patron, en quelque sorte, qui signait tes salaires. Donc ça rajoute encore, je pense, une complexité. Après, moi, c'est compliqué à gérer. Pour moi, vu qu'elles viennent de temps en temps, c'est, on va dire, toujours une forme d'intrusion qu'il peut y avoir à chaque fois, où le rythme est différent parce que il y a une autre personne chez toi qui en fait n'est pas réellement là parce qu'elle te permet de faire les tâches que tu ferais toi si tu avais les capacités. Donc en fait c'est un peu toi, en même temps c'est pas toi non plus. C'est aussi une expression qu'on aime bien dire dans la communauté handi, c'est dire que les auxiliaires de vie, des fois, c'est juste nos mains. Ça va être nos mains de faire la cuisine, par exemple, en l'occurrence. Moi, c'est le cas. C'est principalement pour ça que je fais appel à des auxiliaires de vie. Donc, c'est aussi en fonction de la tâche et en fonction du besoin de la personne. Et, sur l'aspect psychologique, ouais, justement, moi, je me posais la question... Vu ce que ça t'a demandé psychologiquement comme énergie sur seulement 8 mois, est-ce que
tu penses que c'est possible de faire carrière en tant qu'auxiliaire de vie? Je pense que en vrai, je sais pas trop. Je pense que ça dépend des profils. Par exemple, la personne avec qui je travaillais, l'autre auxiliaire, ça faisait pas mal de temps qu'elle était là et elle, ça la dérangeait pas du tout, quoi. Enfin, ça se passait très bien. Après, voilà, il y avait des petits bémols à quelques endroits. Mais je pense que si toi t'as ce goût-là, je sais pas, pour t'investir et cette envie, cette motivation pour t'investir dans une vie familiale et du coup continuer à faire évoluer les liens, je pense que c'est possible. Après, c'était peut-être pas juste moi, j'ai juste peut-être pas réussi à bien me positionner, quoi, je me dis. Oui, ou au final, est-ce que c'est aussi accepter que tu as une position changeante tout le temps et d'apprendre à lâcher prise en fait, ou parce que on est dans une société aujourd'hui où on aime bien mettre des cases, des étiquettes, et là au final on te donne une étiquette auxiliaire de vie, mais tu te rends compte que dans le pratique c'est plein d'étiquettes différentes, que c'est peut-être ça. Moi je me demandais, est-ce que être un bon auxiliaire de vie, ça demande pas aussi de s'oublier un peu? Mais carrément, hein, je pense. Ouais. Et en fait, c'est là le savoir s'adapter aussi, savoir s'adapter aux autres. Je pense que c'est important. En fait, c'est ce qu'on a appris, c'est ce que j'avais appris dans la formation activité physique adaptée à STAPS. C'est ça, l'adaptation à un milieu, à un contexte, à des personnes, selon leurs besoins, leurs attentes. Mais au final, en fait, c'est juste que j'avais appris ça théoriquement, mais sur le terrain et dans la pratique, ça a été différent, quoi. Ça a été un peu plus complexe. Oui, parce que dire qu'il faut savoir s'adapter, c'est bien, mais on s'en bat compte à l'instant T de à quel point il faut s'adapter, à quel point on est capable de s'adapter. Enfin, c'est un peu comme les gens qui disent si j'avais été à ta place, j'aurais fait ça, j'aurais fait ci, mais en fait tu n'étais pas à ma place, et c'est compliqué de s'imaginer, se projeter avant d'être dans la situation. Est-ce que toi c'est quelque chose est-ce que t'as déjà fait ça, projeter des situations où t'aurais des choix à faire? C'est-à-dire projeter des situations. Par exemple, à tes débuts d'auxiliaire de vie, est-ce que tu imaginais des situations qui pourraient te mettre mal à l'aise et où il faudrait que tu fasses des choix, ou ces fameuses adaptations? J'y suis. En fait, c'est que j'y étais allé un peu, je pense aussi tête baissée. Et du coup, je me suis dit, on verra. J'ai vu du coup. Et voilà, c'est ça. Et oui, après forcément, tu te projettes tout le temps, mais c'est forcément que c'est différent selon le contexte, selon les personnes, les situations. Ça change et puis ça évolue, comme tu le disais. Selon les jours, c'est pas pareil aussi, parce que les humeurs sont différentes. Enfin, vraiment, c'est un travail humain. Tu travailles de la personne à personne, donc tu dois, ça change constamment en fait. Voilà. Et ça, justement, c'est la partie compliquée. On a parlé du manque de formation. On a aussi parlé un petit peu des étudiants, du turnover. Toi, pour le coup, on peut le dire, tu es plutôt jeune. Est-ce que tu penses que être auxiliaire de vie, d'être jeune, est-ce que c'est un défaut, et de manquer d'expérience de manière générale? Je pense que
C'est pas un défaut. Je pense que juste en fait, il faudrait qu'il y ait peut-être un accompagnement, une sorte d'intermédiaire entre l'aidant et l'aidé, ou l'auxiliaire de vie et la personne qui est aidée, pour en fait permettre une meilleure cohésion entre les deux personnes, et qu'après petit à petit cet intermédiaire il s'en aille, mais que t'aies 18 ou 27 ans, après c'est sûr t'as pas la même expérience, mais commencer on va dire avec peut-être un intermédiaire, ça pourrait être je sais pas, peut-être une solution. Et non, parce que quand t'es jeune, t'as la motivation, t'as envie de découvrir, donc je pense que c'est bien de se lancer quand même. Enfin moi c'est ce que je me suis dit. Après on réfléchit tous différemment. Et toi, maintenant que tu as eu cette expérience d'auxiliaire de vie, comment tu vois le métier aujourd'hui? Comment tu le voyais avant? Est-ce que tu avais un avis? Et justement, on en parlait aussi en conférence de la position d'auxiliaire de vie aujourd'hui dans la société, de sa reconnaissance. Du coup, moi, comme je le voyais avant de commencer, c'était vraiment, je le voyais comme des soins apportés à une personne. Vraiment il y avait vraiment cette notion de soin, quoi. Comme un peu aide-soignant, on va dire. Mais en fait, après ça, cette idée s'est totalement déconstruite, et en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça, quoi. C'est en même temps être avec la personne, s'entendre, essayer de s'entendre avec aussi la famille, l'entourage. C'est beaucoup de communication. C'est du quotidien. C'est plein de choses, quoi. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas assez valorisé, parce que notamment quand j'ai parlé de cette notion d'intermédiaire là, il y en a pas forcément. Et je pense que ça serait intéressant en fait je sais pas comment ça pourrait être peut-être mis en place, mais qu'il y ait une personne qui soit neutre en fait, qui soit neutre et des deux côtés, qui lie les deux côtés un peu, l'aidant et l'aidé. C'est ce qui est un peu le cas. En tout cas, quand je t'entends, moi, ça me donne l'impression que c'est déjà un peu le cas dans la prestation. Au final, la partie administrative est gérée par l'agence, et même tes retours, même tout ce qui est planning, etc. Tu passes par un agent responsable de ton secteur et qui va te mettre des auxiliaires de vie pour telle ou telle intervention. Donc en fait, j'ai l'impression que ça existe un peu, mais sous la forme de la prestation, qui est peut-être pas aussi la forme la plus idéale pour la personne aidée, puisque c'est vrai qu'en mandataire, en fait, aussi d'avoir cette proximité, c'est quelque chose qui peut être très intéressant et qui permet à la personne de s'économiser aussi. Mais moi, c'est vrai que la question de la reconnaissance, pour moi, elle est importante, parce qu'en fait, c'est aussi la base pour toutes les personnes aidées. C'est-à-dire que sans auxiliaire de vie, on ne fait pas dans le quotidien, on ne peut pas prendre part à une vie professionnelle. Donc je pense que c'est aussi de ce point de vue-là, ou aussi d'un point de vue salaire, où malheureusement c'est pour moi un métier de base pour beaucoup de personnes, mais qui reste des métiers très mal payés. Tu parlais pas valorisé, mais aussi pas valorisé médiatiquement, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas tellement bien qu'on n'en parle pas, que ce que tu disais toi avant, tu croyais que c'était des soins et être soignant. Au final, on ne sait pas réellement ce que ça veut dire. Et peut-être un mot de la fin pour parler du métier d'auxiliaire de vie. Comment tu pourrais le résumer en un mot? Alors je sais pas si ça serait en un mot, mais j'ai quand même envie de dire, n'hésitez pas quand même à vous lancer, à essayer quand même de découvrir, parce que c'est quand même
J'ai été peut-être un peu négatif sur quelques sujets parce que ça m'a quand même touché. Mais c'est en fait ça qui est bien aussi, c'est qu'on apprend, on découvre et on crée énormément de liens. Voilà. Oui, qui a toujours deux facettes, mais qui sont tout aussi fortes dans les deux cas, c'est-à-dire beaucoup de points positifs comme beaucoup de points négatifs. Et que dans les deux cas, c'est très riche. Ah, c'est carrément riche. Bah, en tout cas, merci de m'avoir invité pour y participer. Avec plaisir. On vous souhaite à tous une bonne journée, chers auditeurs, en espérant que vous avez apprécié cet épisode. Ça sera le dernier série de l'année 2024, donc j'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine. Dear Valid people. Valid people.